Quand même, hein. Elles sont mortelles, elles sont mortelles. Sont mortelles, des C'est doubles des noix. spirales. C'est des noix. Ah, d'accord. Ok. Je peux te les faire attendre. Mais bon, J'en prends 100, d'accord, mais t'as donné pour Ok, bonjour à toutes et à tous. Je suis Stathis Kouvelakis, hein, je suis membre de la rédaction de Contretemps. Merci d'être présent donc, à cette journée consacrée à Antonio Gramsci. Quelques mots en ouverture par Hugo Payetta, qui est co-directeur avec Fanny Gallo de la revue. Voilà. Je pensais que tu ferais le mot, mais non, on est ravis d'organiser cette journée. C'est un peu une première pour nous. On a déjà fait quelques événements publics, mais pas de cette ampleur et avec cette ambition-là. Donc on est la revue Contretemps en ligne, donc contretemps.eu. Vous connaissez, je pense, pour la plupart d'entre vous. On remercie d'abord le Haussen et le Lieu-dit. Voilà, le Lieu-dit, c'est un lieu absolument fondamental pour la gauche radicale parisienne notamment, et pour le débat intellectuel et politique à gauche. On vous invite à faire vivre ce lieu, à y venir, y compris là dans la journée, à y consommer, etc. C'est quand même la condition pour laquelle, pour le maintien en quelque sorte de ce lieu. Et par ailleurs, voilà, on est très heureux d'organiser cette journée avec certains et certaines des meilleurs spécialistes de Gramsci, de l'œuvre et de la vie militante de ce militant et dirigeant communiste italien et grand théoricien marxiste. On aura 2 tables rondes. Je ne vais pas faire les présentations parce que Stathis va présenter la première et Fanny Gallo animera et présentera les intervenants de la seconde table ronde. Mais voilà, on est très heureux d'organiser cette journée, notamment parce que, ça ne vous aura pas échappé, il y a une recrudescence depuis une quinzaine d'années en France, et évidemment à l'échelle internationale, des usages de Gramsci, y compris d'usages très mous parfois d'usages évidemment falsificateurs du côté de la droite, Sarkozy en 2007 par exemple, ou de l'extrême droite, de longue date d'ailleurs dans le milieu intellectuel d'extrême droite, la Nouvelle Droite, Alain de Benoît, etc., mais aussi de l'extrême droite plus politique, avec des usages là totalement superficiels du côté de quelqu'un comme Marion Maréchal. Donc il y a un enjeu assez fort à se poser la question de comment on hérite à gauche activement de quelqu'un qui est une des figures majeures, militantes et théoriques du marxisme au XXe siècle, et qui sans doute a un rôle à jouer pour nous aujourd'hui, où on est beaucoup à se poser des questions, disons, de stratégie révolutionnaire, de stratégie aussi antifasciste. Donc voilà, c'est de tout ça dont on va, j'espère, discuter aujourd'hui. Donc bon après-midi Gramsci, bonne journée Gramsci. Et voilà, je vous laisse en de bonnes mains avec Stathis et nos premiers invités. Premières invités. Bien, merci beaucoup Hugo. Je voulais juste compléter ce que dit Hugo en disant, et j'espère ne pas me tromper, qu'à ma connaissance, sur Paris, c'est le premier événement consacré à Gramsci en dehors d'un cadre strictement universitaire. Ce qui nous dit déjà quelque chose quand même. Un paradoxe de la réception de Gramsci. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir avec la communication de Jean-Claude Zancarini. Mais ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que son usage, qui, comme Hugo vient de le dire, est totalement instrumental sur le champ politico-médiatique, vient plutôt de la droite et même de l'extrême droite que de la gauche. Il a, comme vous savez, il y a une sorte de réception de Gramsci qui a été inaugurée par Sarkozy, qui s'est déclaré gramscien officiellement. Personnellement, je n'ai jamais entendu ni Fabien Roussel, ni Jean-Luc Mélenchon, par exemple, se réclamer de Gramsci, en tout cas pas de manière emphatique. Donc voilà, on espère, avec cet événement, qu'il y a quelque chose d'autre qui commence. Aussi pour vous dire que Gramsci est un auteur que nous travaillons beaucoup dans Contretemps. Il y a un dossier Gramsci en ligne avec des dizaines d'articles et que nous travaillons depuis longtemps. Et ce n'est pas un hasard. Contretemps, vous le savez sans doute, est une revue qui a été fondée par Daniel Ben Saïd. Daniel Ben Saïd est quelqu'un qui a écrit sur Gramsci, mais je dirais plus fondamentalement même que ses écrits, Daniel est quelqu'un qui mettait beaucoup l'accent sur le fait que la disparition, l'éclipse de la raison stratégique était au cœur de la crise de la gauche radicale, anticapitaliste, révolutionnaire. Et si on veut justement surmonter ce vide, Gramsci est tout simplement incontournable et nous espérons en faire la démonstration, notamment avec cette journée.
Alors, j'ai le grand plaisir et l'honneur, bien sûr, de vous présenter nos 3 intervenantes et intervenants de cette session. Alors, je les présente ici dans l'ordre à partir de ce qui est sur ma gauche et en allant vers la droite. Donc, l'inverse pour vous. Et ce sera l'ordre aussi des prises de parole. Alors, Marie-Rita Guerbeau est philosophe, doctorante à l'Université de Paris 1. Et elle travaille sur Ernesto Di Martino. Marlène Rosano-Grange est politiste. Son travail de doctorat porte sur l'Union européenne, vue à travers un prisme critique. Elle travaille plus particulièrement dans le domaine des relations internationales, et c'est sous cet angle qu'elle va aborder Gramsci. Marie-Rita, quant à elle, va nous aborder Gramsci à partir de l'angle de la subalternité. Et Jean-Claude Zancarini, professeur émérite à l'École normale supérieure de Lyon, et on peut le dire, je crois, sans aucun risque de se tromper, l'une des principales figures des études gramsciennes en France depuis longtemps. Hein, sa liste de publications consacrée à Gramsci est extrêmement importante. Mais s'il y a une seule chose à signaler, ce serait la monumentale biographie intellectuelle qu'il a co-écrit avec Romain Descendres, avec qui une longue histoire de collaboration le lie. Ce livre, ainsi que d'autres ouvrages d'ailleurs des intervenants de la journée d'aujourd'hui, vous pouvez les trouver sur la table qui est là et qui est tenue par nos amis et camarades de la librairie La Brèche. Et Jean-Claude va nous parler de Gramsci et du fascisme. Voilà. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à chacun des intervenants pour une vingtaine de minutes pour avoir après un temps suffisant pour l'échange et la discussion. Donc, Marie-Rita, à toi pour repenser la subalternité à partir de Gramsci. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Merci beaucoup pour l'organisation de cette journée et des tables rondes et de l'invitation. Alors, comment dire, l'invitation aussi à actualiser Gramsci. Et c'est vrai que lorsqu'on pense à l'actualité aujourd'hui de ce corpus, il y a une notion qui s'impose immédiatement et qui est celle de subalternité, qui s'impose par une voie qui est celle de la théorie des spécialistes. En 2013, Gramsci était considéré l'auteur de sciences humaines et sociales le plus cité au monde, mais pas le mieux connu en un certain sens. Et pourquoi il est cité? Parce que cette notion de subalterne et de subalternité est employée très fréquemment. Donc il s'agit d'une notion qui a été soumise à des empreintes, à des réinvestissements et aussi parfois à des réappropriations qui sont même assez, voire très éloignées du contexte de sa réflexion. Donc ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est revenir très, très humblement, parce qu'en 20 minutes, c'est quand même une tâche herculéenne, sur cette notion chez lui, sur ce qu'elle peut nous apporter aujourd'hui en termes de débat théorique, mais surtout à la fin de lutte politique, donc d'activité politique aujourd'hui. Alors, c'est une notion qui a attiré beaucoup d'attention. Pourquoi? Par sa capacité à faire signe, à nommer une expérience de la domination plus large que l'expérience de classe. Et notamment qui a fait signe vers des rapports, en anthropologie c'est un peu ma spécialité, vers des rapports, des rencontres entre cultures qui ne sont pas symétriques, mais qui s'instancient sous un prisme qui est celui colonial ou impérial. Alors, la première chose à dire à propos de ce terme de subalternité, c'est qu'on ne le retrouve jamais dans les cahiers au singulier.
c'est un terme qui apparaît à l'intérieur d'expressions comme celle de groupes sociaux subalternes et qui indique justement l'expérience et une domination qui ne se constitue pas un cœur avec la même unité de l'expérience de classe. Donc, dans le cadre italien qui intéressait Gramsci, dans le cadre de son historicisme à lui, ça serait pas seulement le prolétariat du Nord, on va dire, mais aussi la paysannerie et aussi la petite bourgeoisie. Donc, l'idée fondamentale est que la classe a déjà une certaine unité et donc une certaine unité en termes d'action politique aussi. Et au contraire, ces groupes sociaux subalternes sont marqués par une très grande disgrégation. Donc par le contraire, si vous voulez, de l'unité. La subalternité se présente comme une notion qui est capable de nous faire réfléchir à quelque chose comme un sujet révolutionnaire qui est encore à faire. Et ça, c'est, je pense, le défi que Gramsci nous lance avec cette notion et qui est le défi même de sa posture très réaliste en politique. Si vous voulez, le sentiment de l'impuissance politique ne serait pas une conséquence ou un corollaire de la mauvaise actualisation d'une théorie, mais au contraire, le point de départ à partir duquel il s'agit de réfléchir à la praxis politique. Donc, la subalternité nomme un défi, celui de l'unification des dominés, sans jamais l'édulcorer, sans le présenter comme quelque chose qui est déjà là. C'est pourquoi les groupes sociaux subalternes ne constituent jamais une entité singulière, voire homogène. Donc, non seulement on les nomme au pluriel, mais on doit considérer que cette pluralité est là, est réelle et s'ancre dans des conditions matérielles. Alors, au contraire, dans la réception qu'il y a eu, et je vais rapidement essayer après de saisir cette question plus en détail, mais dans la réception de cette notion de subalternité dans les différentes études culturelles, l'accent a été mis sur le subalterne, souvent au singulier, et comme un concept qui est un peu monolithique, qui représenterait l'autre que nous, l'altérité, et ce nous est l'autre nom de l'Occident. Alors, chez Gramsci, il s'agit de considérer cet état de disgrégation comme un défi, comme je viens de le dire, comme quelque chose qui doit être à tout prix dépassé par la lutte politique. Donc, l'objectif d'une politique communiste est l'émancipation des subalternes, c'est-à-dire la possibilité de sortir de cette condition de subalternité. Au lieu qu'être sacralisée, la subalternité doit être un moment à dépasser. Alors, d'après Gramsci, et ça, il l'analyse très bien, c'est un concept qui arrive assez tard, en 1932, et il s'y intéresse, comme c'est son habitude de le faire, il s'intéresse à des cas historiques assez concrets. Donc, il essaye de comprendre comment ces groupes sociaux subalternes agissent dans l'histoire. Et à la différence de l'image qui est parfois véhiculée, d'une impuissance immobilisatrice, Gramsci constate qu'au contraire, ces groupes sociaux ont tendance à se révolter dans l'histoire, à se révolter d'une manière spontanée. Et il constate aussi que, à la suite de ces moments de révolte, il y a en réaction
très très forte qui aboutit souvent à un nouvel ordre, encore plus oppressif au regard de ces groupes. Et voire même, il le dit, c'est le troisième cahier, à des coups d'État. Donc, non seulement les groupes sociaux subalternes peuvent agir sur l'histoire, mais voilà, cette action doit être questionnée. Elle doit nous interroger. Pourquoi ? Parce qu'elle peut paradoxalement, voilà, par ce pli réactif, donner lieu à des ordres encore plus oppressifs. L'exigence qui s'impose à lui est celle d'une politique de direction. Donc, de réunir cette spontanéité des groupes sociaux subalternes à une certaine direction. Donc, on est face à cette tension qui est pour moi centrale chez Gramsci et qui a été un peu effacée par les usages en sciences humaines et sociales qu'on fait souvent de Gramsci, entre le fait que la subalternité est à la fois le caractère qui définit le sujet de la lutte, c'est lui qui doit lutter, mais pourquoi ? Pour se libérer de cette condition. Donc c'est le caractère qui définit le sujet de la lutte, et c'est aussi quelque chose dont on doit se libérer. Alors, ce n'est pas du tout une contradiction, c'est un processus, et c'est un processus pédagogique. Donc, il n'y a pas de contradiction parce que le sujet qui est subalterne doit se former à sa sortie de la subalternité, de la condition de subalternité. Alors, cette activité doit organiser les organes intermédiaires de la vie politique, mais doit organiser aussi l'activité théorique de l'intellectuel communiste. Pourquoi ? Parce que ça, c'est l'un des présupposés philosophiques de Gramsci. On augmente, on innerve, on irrigue notre puissance d'action politique par la connaissance du passé. Et cela vaut aussi pour ces groupes sociaux subalternes. Ce passé, cette histoire, a été systématiquement effacée, a été mise aux marges. Et c'est l'une des tâches de l'intellectuel communiste d'essayer de saisir des bribes d'archives, des bribes d'histoire, quelque chose comme une histoire à rebrousse-poil, c'est l'expérience c'est l'expression de Benjamin qui est souvent reprise par des grands historiens gramsciens, pour rendre une mémoire à ces oubliés de l'histoire. Mais les deux volets, on va dire le volet théorique, historiographique, et le volet politique, ne doivent jamais être disjoints. Et ils ne le sont jamais chez Gramsci. Alors, ce qui s'est passé, surtout au début des années 80, c'est que le deuxième volet, donc le volet théorique, le volet historiographique, a eu tendance à être isolé. Et cette tendance a entraîné des conséquences aussi quant à la définition même des subalternes et à ce déplacement apparemment mineur du pluriel au singulier. Donc, des groupes sociaux subalternes à le subalterne. Le subalterne qui devient, encore une fois, cette ombre d'une lumière qui serait la lumière de notre propre histoire hégémonique. Alors, cette idée est en partie présente chez Gramsci, et c'est, encore une fois, c'est son actualité, c'est effectivement de contenir tous ces enjeux ensemble, de nous permettre de les développer davantage. Mais chez lui, les subalternes, ces groupes sociaux, sont toujours antérieurs au processus historique. Ils ne sont pas au-delà de l'histoire. Donc, si vous voulez, ça semble une différence comme ça, linguistique, un peu de disserte, mais il ne l'est pas du tout. Il y a une différence entre être relégué aux marges de l'histoire, ça veut dire être dans une position, subir une domination, mais à l'intérieur d'un processus historique auquel on participe, et au contraire, être mis au-delà de l'histoire. Ce qui est cette version qui est un peu mise en avant
aujourd'hui. Alors, encore une fois, on peut retrouver cette ambiguïté même chez Gramsci, mais dans un texte qui ne présente pas en cœur le lexique de la subalternité, qui est le dernier texte avant l'emprisonnement de Gramsci, les notes sur le problème méridional, et qui est un texte très important parce qu'il a été reçu assez tôt. Alors la réception plus explicite qui va dans ce sens, c'est celle d'Edouard Saïd, qui essaye de lire dans la situation italienne, donc dans cette opposition entre un nord très industriel et un sud agricole et le rapport raciste qui les relie. Il transpose en 87 ces analyses-là, donc des analyses que Gramsci avait formulées à propos de l'Italie du Sud, il les transpose au contexte qui est celui de la colonisation, du rapport de colonisation entre Israël et la Palestine. Donc, il fait ça à Rome, c'est, à vrai dire, le deuxième grand colloque sur ce texte, les notes sur le problème méridional. Et Saïd voit dans l'historicisme gramscien très ancré dans sa conjoncture la possibilité de transposer ce modèle de lecture à d'autres contextes. Alors, c'est pourquoi il est intéressant de voir qu'est-ce que Gramsci fait effectivement dans ce texte sur la question méridionale. Il s'y intéresse, c'est un problème assez très débattu, très classique dans le milieu surtout socialiste. Cet écart, la question méridionale, c'est d'abord un problème économique. Donc comment mettre au plat, réunifier le pays, c'est un problème qui a à faire avec l'unification de l'Italie, et se transforme dans la lecture qui est faite dans le problème de la répolitisation ou la politisation tout court de la paysannerie. Donc, cette grande question, comment se rallier la paysannerie? Et c'est un problème que Gramsci pose, et on peut penser que la notion de subalternité, c'est l'une des manières qu'il offre pour élargir le champ. Donc, c'est aussi une notion stratégique en ce sens. Mais dans l'analyse spécifique, devient effectivement d'interrogation sur presque une condition, une temporalité différente qui se représente dans le sud de l'Italie et qui a à faire avec la question, encore une fois, de la disgrégation. Tout se passe comme si, dans l'Italie du Sud, il y avait une situation de crise, mais une crise qui perdure. Donc, le propre de la notion gramscienne de crise, c'est justement d'être un entre-deux. Le paradoxe qu'on a dans l'Italie du Sud, c'est un entre-deux qui recouvre tout le plan de l'expérience. Et voilà, c'est sur ce point qu'on peut véritablement retrouver l'affiliation avec les études subalternes d'abord et postcoloniales. Alors, j'ai 5 minutes, donc j'essaye d'accélérer un peu. Pour, on va dire, le problème, la mésinterprétation qui est faite souvent de cette notion de subalterne a tendance à se replier dans la question de la représentation du subalterne. Et au final, c'est aussi une question classique dans le marxisme. Comment représenter la paysannerie, par exemple? Donc, on peut penser aux 18 Brumaire, etc. Sauf que cette question de la représentation se mêle avec la question de la culpabilité de l'Occident et à l'impossibilité, au final, de donner voix. Donc, il y a tout un questionnement de cette idée de faire entendre la voix des subalternes. En la faisant entendre, on la recouvre. Alors, mais c'est vraiment une réflexion à partager. Mon impression, c'est que si on revient à Gramsci et qu'on assure la jonction entre le moment politique, donc cette idée de dépasser la disgrégation, l'état de disgrégation, et on le relie au volet historiographique, donc l'idée de donner aux mémoires si on garde le volet politique et le volet théorique ensemble, on ne tombe pas
dans ce problème de l'identité, qui est au final le grand écueil de ces penseurs de la subalternité. On ne se renferme pas dans l'idée de devoir donner aux mémoires une certaine typologie de subalternité qui devient une identité à opposer à d'autres identités subalternes. Et au final, le problème politique qui se pose est celui de la disgrégation. Donc le problème opposé par rapport à la visée de Gramsci. Donc, on choisit une certaine typologie de subalterne et on s'emploie à lui redonner aux mémoires par opposition avec quelque chose qui, au contraire, le bloc historique, donc la véritable visée de Gramsci. Il faudrait retrouver ce lien qui est si explicite chez lui entre la volonté politique de réunifier les différents groupes sociaux subalternes et l'idée éthique de leur redonner une place dans l'histoire. Si on garde le premier volet de côté, si on l'oublie, on se retrouve avec de l'identité, de l'identitaire. Et ce n'est pas ce dont on a besoin aujourd'hui, parce qu'à l'identitaire, on répond avec l'identitaire. Et là, on a la situation à laquelle on est confronté, je pense. Voilà, merci. Merci beaucoup Marie-Rita pour cet exposé très clair qui a montré, je crois, déjà la façon très subtile avec laquelle les concepts gramsciens sont toujours articulés avec une vision stratégique, politique et la façon dont ils nous parlent aujourd'hui à propos de questions qui sont tout à fait actuelles. Marie-Rita en a mentionné quelques-unes. Je passe donc la parole à Marlène qui va nous parler de Gramsci, repenser les relations internationales avec Gramsci et qui va nous expliquer pourquoi est-ce que la référence à Gramsci a donné lieu dans le domaine des relations internationales, sans doute pas tellement en France mais ailleurs, dans le monde anglophone et au-delà. Elle a donné lieu à une très grande floraison en fait, d'études à partir notamment du concept d'hégémonie dont la pertinence et les possibilités de le transposer sur ce terrain-là font l'objet, bien sûr, d'un vaste débat sur lequel elle va nous éclairer. Juste avant aussi de lui passer la parole, pour vous dire que cette première partie, en fait, ces trois exposés, on les a pensés ensemble sous la thématique de penser la domination. Hein, on a joué un peu avec cette fameuse formulation de Gramsci, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Mais en réalité, vous avez vu que même le pessimisme de l'intelligence est toujours articulé avec l'optimisme de la volonté et de l'action et de la praxis. Voilà, Marlène, c'est à toi. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous parler de comment est-ce que Gramsci est utilisé donc, par différents penseurs pour analyser les relations internationales. Donc, je vais faire ma présentation en deux temps. D'abord, je vais montrer que les auteurs néo-gramsciens sont des penseurs de la coopération internationale. Donc depuis 1945, et non pas de la guerre. Parce les relations internationales ont deux dimensions, donc la partie coopération, donc les organisations internationales, les négociations internationales, etc. Et l'autre partie, c'est le recours à la force. Et donc je vais montrer que les penseurs néo-gramsciens sont surtout utilisés aujourd'hui pour penser la coopération et les organisations internationales. Et dans un second temps, je vais montrer comment justement ces conceptions comportent certaines apories parce que justement elles ne pensent pas forcément la guerre et qu'elles sont centrées plus spécifiquement sur la coopération. Et donc je vais le faire en mettant en parallèle le concept d'hégémonie avec celui d'impérialisme. Donc, tout d'abord, les penseurs néo-gramsciens des relations internationales sont des penseurs de la coopération internationale et donc de l'émergence de l'ordre libéral international post-Seconde Guerre mondiale, donc à partir de 1945. Le concept le plus utilisé est celui d'hégémonie.
Et donc, chez Gramsci, l'idée, c'est que le pouvoir de la bourgeoisie, à l'échelle de l'État, ne repose pas uniquement sur la coercition, sur la force, donc sur la police et l'armée, mais que l'hégémonie passe aussi par le consentement des dominés. Et comment se passe ce consentement ? Donc, il se passe grâce à un appareil idéologique qui est constitué de différentes tranchées. Donc, à l'époque de Gramsci, c'est plutôt la presse, l'église, l'école, etc., etc. Et donc, je cite Gramsci dans les petites notes sur Machiavel. Donc, il considère que l'État, donc occidental, n'est, et donc là je cite, qu'une tranchée avancée derrière laquelle se trouvait une robuste chaîne de forteresses et de casemates. Et donc, c'est ce concept d'hégémonie qui est repris par les théoriciens des relations internationales pour analyser l'ordre international post-Seconde Guerre mondiale. Et en relations internationales, le fondateur de l'école néo-gramscienne donc s'appelle Robert Cox. Et donc, parallèlement à ses activités intellectuelles, c'est aussi un haut fonctionnaire de l'Organisation internationale du travail pendant plus de 20 ans. Et donc, lui, il dit que après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont la puissance hégémonique au sein du bloc occidental, parce qu'en fait, ils vont coopter les bourgeoisies nationales grâce à différents instruments et grâce à différents dons. Donc, c'est par exemple le plan Marshall qui va leur assurer une certaine prospérité économique, ou l'OTAN qui va leur assurer une certaine défense militaire, en l'échange desquels ces États européens, donc les bourgeoisies nationales, elles consentent à l'ordre international qui est mis en place à travers le système onusien et surtout les institutions internationales financières. Donc, à l'époque, donc c'est le GATT, donc l'ancêtre de l'OMC, mais aussi la Banque mondiale et le FMI. Donc, petit à petit, les États-Unis construisent leur hégémonie sur le bloc occidental à travers ces différentes tranchées que sont les organisations internationales. Et pour Robert Cox, cette situation hégémonique, elle dure jusqu'à la crise des années 70, voire pour d'autres auteurs jusqu'à la fin de la guerre froide. Moment à partir duquel la classe bourgeoise américaine donc, est en déclin. Donc c'est la fin de l'hégémonie américaine et elle est remplacée par une classe bourgeoise transnationale qui est composée donc, des multinationales, en tout cas des patrons des multinationales et de leurs managers. Donc désormais, se forme une classe capitaliste transnationale qui œuvre non pas pour les intérêts d'un État en particulier ou d'une bourgeoisie nationale en particulier, mais pour l'ensemble des capitalistes formés donc, par ces multinationales. Et en conséquence, il n'y a plus vraiment de rivalité entre les États puisque les bourgeoisies sont largement intégrées. Et donc ça, c'est vraiment le cœur de l'analyse néo-gramscienne en relations internationales, c'est la mondialisation. C'est vraiment la mondialisation post-crise des années 70 et surtout post-guerre froide. Et comment est-ce que ce tournant entre les classes bourgeoises nationales et la classe transnationale s'opère ? Donc, il y a un auteur qui s'appelle Stephen Gill, qui lui aussi est un auteur néo-gramscien, qui explique un peu ce tournant à travers l'analyse d'un acteur qu'il considère essentiel, qui est la commission trilatérale. Donc, la commission trilatérale, c'est un think tank qui est fondé en 1973 par David Rockefeller, et c'est un think tank transatlantique. Donc, qui réunit à la fois les dirigeants, de nombreux dirigeants politiques, donc à l'échelle européenne, à l'échelle des États-Unis, donc à l'échelle transatlantique. Donc, par exemple, Henry Kissinger en fait partie. De nombreux membres de la Commission européenne dans les années 70 en font partie aussi. Raymond Barre en France, ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, etc., etc. Donc, à travers ce think tank, il y a à la fois donc ces dirigeants et aussi les patrons des grandes multinationales, donc à l'époque General Motors, Caterpillar, Exxon, etc., etc.
Et donc ce think tank ou cette espèce de forum de réflexion qu'on pourrait voir comme un intellectuel organique un peu collectif se réunit pour penser la prise du pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans les années 70, on est en pleine crise donc, du Fordisme, et donc ces acteurs n'ont pas le pouvoir. On est post-mai 68, le monde est globalement dominé par des forces social-démocrates, au nord comme au sud d'ailleurs, après les grandes vagues de décolonisation. Et donc ces élites, elles vont penser la stratégie la stratégie de prise de pouvoir, et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont créer de nouvelles échelles de régulation pour contourner les États qui sont dominés par des forces social-démocrates. Donc, elles vont créer des réunions informelles. Donc, on a les ministres des Finances qui vont se réunir à la bibliothèque de la Maison Blanche, donc des États-Unis, pour essayer de penser comment faire. Et ils vont créer donc de nouvelles échelles, le G7 notamment, mais également investir les institutions internationales et particulièrement les secrétariats des organisations internationales, institutions vis-à-vis desquelles en fait les mouvements sociaux ont quasiment aucune prise. Donc les secrétariats du FMI, de la Banque mondiale, etc., etc. Et elles prennent des décisions. Donc elles décident de libéraliser l'économie et particulièrement la monnaie, les capitaux, etc., etc. Et ensuite, donc on est dans les années 80, les fractions néolibérales qui sont à cette époque dans les États européens assez minoritaires, elles vont pouvoir se relayer sur ces décisions qui ont été prises à l'échelle internationale. Et donc là, on observe donc, ce qu'on appelle le tournant de la rigueur, donc en France en début des années 80, mais en réalité, c'est un tournant de la rigueur mondial. Et donc progressivement, cette bourgeoisie transnationale, elle prend le pouvoir au sein des États, donc dans des ministères clés, comme le ministère donc des Finances, mais aussi le ministère des Affaires étrangères, dans les banques centrales, etc. Et elles vont signer des accords de libre-échange, elles vont agir au sein des organisations internationales pour défendre le libre-échange mondial et donc cette nouvelle idéologie qui remplace le Fordisme, qui est le néolibéralisme. Et donc voilà, pour les auteurs néo-gramsciens, petit à petit, la classe transnationale, la bourgeoisie transnationale, construit donc les différentes tranchées. Encore une fois, donc on a l'utilisation du concept de Gramsci de tranchées à travers les organisations internationales, le FMI, l'OMC, puis l'Union européenne évidemment, le G7, etc., etc. Et donc à travers la production de rapports, ces organisations internationales diffusent une culture dominante. Donc le fait que l'État dépense trop, l'idée de responsabilité sociale des entreprises, le capitalisme vert, etc., etc. Et donc petit à petit se met en place cet État transnational et disparaissent en conséquence les États-nations. C'est donc la fin de la guerre, dans la mesure où cet État transnational, encore une fois, agit pour les intérêts de la bourgeoisie transnationale à travers les organisations internationales. Donc, par exemple, les plans d'ajustement structurel dans les années 80, en Amérique latine et dans les pays du tiers-monde, sont lus comme le fait d'ouvrir les pays de la périphérie et leurs travailleurs locaux à l'ensemble des capitalistes sans discrimination de nationalité. Et c'est la même chose pour la guerre en Irak. Certains auteurs néo-gramsciens vont lire l'intervention de Bush en Irak en 2003 comme la volonté d'ouvrir l'Irak aux investisseurs internationaux, notamment dans la question lorsque se pose la question de la reconstruction de l'Irak, sans discrimination de nationalité. Donc on a cet État transnational qui agit pour le compte d'une bourgeoisie transnationale. Et donc pour ces auteurs, il y a un changement qualitatif très très fort entre le monde post-45, voire post-70, et le monde d'avant, donc qui est un monde inter-impérialiste, où en fait les États se font la guerre à partir de sphères d'intérêt bien définies, qui sont les colonies. Et donc s'il y a un affrontement, il est à rechercher non pas à l'échelle des États, mais donc à l'échelle internationale, entre cette classe transnationale et des travailleurs
une classe des travailleurs aussi transnationale. Et donc, par exemple, Robert Cox explique qu'il y a un changement d'échelle dans les luttes et que désormais, il faut se mobiliser à l'échelle internationale et non plus à l'échelle des États. Voilà. Je vais maintenant aborder quelques petits points critiques. On pourrait donc critiquer de nombreuses façons la définition de la classe transnationale d'un point de vue purement empirique, à travers justement le choix des définitions qui sont faites, etc., etc. Ou montrer par exemple que dans les contrats qui sont gagnés en Irak, 80% sont des contrats gagnés par des entreprises américaines en réalité. Mais au-delà de cette question empirique, je vais surtout me centrer sur un point qui est le rôle de l'État. À partir du constat qui est qu'en réalité, la transnationalisation de l'économie, elle ne prend pas la forme d'une accumulation homogène. Donc, les capitalistes de différentes nationalités ne gagnent pas de façon égale. En réalité, on voit plutôt que se dessine plutôt une régionalisation en 3 pôles, donc l'Europe, la Chine et les États-Unis. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les États continuent de jouer un rôle crucial dans l'accumulation à l'heure de la mondialisation. Et quel rôle jouent-ils ? Les États continuent de structurer l'économie à travers des politiques de compétitivité. Donc les politiques de dumping social et fiscal qui sont bien connues. Pourquoi ? Pour attirer les capitaux. Et donc, les firmes multinationales, elles ne choisissent pas de faire des investissements directs à l'étranger n'importe où, sur n'importe quel territoire. Au contraire, elles vont investir là où les politiques de compétitivité leur sont beaucoup plus favorables. Et c'est là on voit apparaître non pas une homogénéisation dans la mondialisation, mais plutôt des logiques centre et périphérie. Et pour un peu donner des exemples de ce phénomène, merci. On peut prendre l'exemple de l'Union européenne, donc, qui est l'espace le plus intégré économiquement qu'on connaisse. Et donc on voit qu'il n'y a pas de classe transnationale qui se forme, mais au contraire donc, plusieurs espaces d'accumulation entre un centre et 2 périphéries. Donc le centre, c'est un centre plutôt industriel, donc, qui exporte des capitaux et des marchandises, donc, qui tourne globalement autour de l'Allemagne. Et donc plusieurs périphéries. On a une périphérie à l'est et une périphérie au sud qui plutôt importe en fait ces capitaux et ces marchandises. Donc l'État ne disparaît pas car il structure encore l'économie et en plus de ça, il continue d'être le lieu où s'expriment les intérêts des classes dominées. En effet, les intérêts des classes dominées ont beaucoup de mal à s'exprimer à l'échelle transnationale. Et donc là, c'est une critique que je fais à l'idée qu'il y ait une classe de travailleurs transnationale. Au contraire, les mouvements sociaux sont localisés parce que plus les économies sont intégrées, plus elles se spécialisent. Et donc, plus les mouvements sociaux prennent des formes et des rythmes différents. Donc je peux donner très brièvement un exemple qui est celui de la crise de 2008, donc toujours pareil au sein de l'Union européenne. On voit que la crise, elle frappe d'abord l'Allemagne en 2008, moment où émergent les premiers mouvements sociaux. Elle frappe ensuite les pays de l'Est à la fin de 2009 et les pays du Sud, les pays d'Europe du Sud à la fin des années 2010. Donc pour les différentes organisations politiques qui sont au sein de ces pays, il est extrêmement difficile de se coordonner dans la mesure où le développement n'est pas homogène et les luttes, elles sont complètement décalées dans le temps. Donc il n'y a pas vraiment de classe transnationale des travailleurs. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc si on reprend le concept d'hégémonie de Gramsci, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hégémonie intégrale qui peut avoir lieu à l'échelle mondiale. Parce qu'en effet, dans la conception de l'hégémonie de Gramsci, il ne s'agit pas seulement de généraliser des intérêts, mais il s'agit surtout de susciter l'adhésion
des classes dominées. Et dans la mesure où ces classes dominées ne peuvent exprimer leur désaccord à l'échelle transnationale, dans la mesure où elles ne sont pas représentées, on peut dire qu'il n'y a pas d'hégémonie intégrale à l'échelle mondiale. Et on voit ça également dans la conjoncture actuelle à l'égard des États. Pour être un hégémon, il faut susciter l'adhésion des États qui sont subordonnés. Or, si on regarde un peu ce qui se passe actuellement, on voit que depuis les années 2000, donc les États-Unis ne respectent pas le droit international et s'opposent même clairement au multilatéralisme. Les États-Unis s'opposent en fait à cette espèce d'ordre international que la puissance a elle-même mis en place. Donc là, j'ai plein d'exemples. Les États-Unis n'ont pas signé la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles, la Convention sur l'interdiction des armes biologiques, le statut de Rome, dont l'actualité nous le rappelle assez souvent, donc, qui met en place la Cour pénale internationale. Donc les États-Unis mettent en place de nouveaux droits de douane, etc. Ils interviennent en Irak donc sans mandat du Conseil de sécurité. Et donc aujourd'hui, ils soutiennent donc l'entité sioniste qui ne respecte pas le droit international. Donc on a vraiment cet ordre international, en fait, cette hégémonie qui est extrêmement affaiblie. Et donc qu'est-ce qui se passe quand l'hégémonie s'affaiblit? C'est qu'il y a la deuxième dimension de l'hégémonie, après le consentement qui est donc la force, le recours à la force qui augmente. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on peut dire qu'il n'y a pas d'hégémonie à l'échelle mondiale. Et au contraire, les États ont de plus en plus recours à la guerre. Merci. Merci beaucoup Marlène. Cet exposé d'ailleurs nous a permis d'aborder, je crois, un thème qui est très important dans la discussion autour de Gramsci, c'est à savoir le rôle respectif du consentement et de la force, comme vous avez compris. Il y a en effet une certaine lecture de Gramsci qu'on peut presque dire dominante, bien au-delà du champ des relations internationales, qui a surtout voulu voir dans Gramsci le penseur du consentement, le penseur qui lit l'hégémonie à travers les questions de l'adhésion, à travers notamment les thèmes culturels en particulier, et qui donc a plus ou moins critiqué, ou en tout cas mis en avant une vision de Gramsci dans laquelle la question de la force serait reléguée au second plan. Il y a même des penseurs, je pense à l'historien et penseur politique marxiste Perry Anderson, par exemple, dans un texte qui a longtemps fait référence dans le monde anglophone, qui s'appelle « Les antinomies d'Antonio Gramsci », où il a attribué à Gramsci un certain nombre d'inconvénients qui, on peut penser, sont surtout le fait de lectures postérieures qui ont été faites par sa pensée et qui l'ont tordu dans un certain sens. On aura certainement l'occasion de revenir sur toutes ces questions. Et je passe maintenant la parole à Jean-Claude Zancarini, qui va donc nous parler de Gramsci et le fascisme. Bonjour à tous. Voilà. Oui, je vais vraiment. On est dans les questions de force, là, hein. Il n'y a pas de doute. Donc, en fait, je laisse de côté la lecture par les fascistes récents de Gramsci, parce que franchement, c'est pas la peine. Ça se résume par la fable de La Fontaine, qui raconte l'histoire d'un âne vêtu d'une peau de lion. Basta. Bon. Alors, en fait, je vais vous parler de comment il a vécu et lu le fascisme. À grands traits, parce que... voilà. Et donc, en gros, le grand moment d'élaboration théorique, ça va être quand il va être en prison et qu'il va écrire les cahiers de prison. Mais, parce qu'auparavant, il faut noter que dès les premières offensives militaires des fascistes, donc fin 1919, 1920, il a compris, il n'est pas le seul. Et comme par hasard, sous son groupe turinois de l'Ordre du Nain-Noir, de ce groupe-là vont sortir les 3 grandes interprétations du fascisme les plus intéressantes avant les travaux des historiens d'après la guerre, et même assez récents. Mais comme il y a vraiment, lui, dans des travaux qui ne sont pas synthétiques sur le fascisme, mais qui recouvrent la question du fascisme, il y a Palmiro Togliatti, et à un moment très spécifique, c'est en 1935, qui fait un cours
à l'Académie Lénine de Moscou qui s'appelle Le cours sur les adversaires, et où il est totalement... Bon, heureusement, personne ne l'a lu, donc il a été publié qu'après, mais voilà, qui était vraiment un truc où on comprenait un certain nombre de choses. Et le troisième, qui, là aussi, une grande personnalité du mouvement communiste international, exclut, lui, pour droitier, enfin, vous vous souvenez peut-être de voilà, l'idiolecte de l'époque. C'est Angelo Tasca qui, dès avant la guerre, en France, qu'il est exilé en France, écrit « Naissance du fascisme ». Et puis Gramsci. Donc eux, ils se rendent compte qu'il y a un des risques. Là. Ils sont en pleine ascension du mouvement ouvrier. Hein, c'est au moment où il y a les grèves à Turin, il va y avoir l'occupation des usines, c'est même avant l'occupation des usines, c'est en mai 1920. Et il écrit dans l'Ordre du Noir, on peut s'attendre à une terrible réaction de la classe propriétaire et de la classe gouvernementale. Et il dit même, on cherchera à incorporer les organismes de résistance prolétariens dans les engrenages de l'État bourgeois. Donc ils avaient saisi qu'il y avait quelque chose là qui était un vrai risque. Alors ils pensaient qu'ils allaient gagner, etc. Mais bon, malgré tout, ils savaient qu'il y avait un risque. Et du coup, voilà, il y a ce premier Gramsci, il voit des choses, mais il est quand même dans la ligne, en gros, de son parti, à partir du moment où ce parti se crée en janvier 21 dans une scission minoritaire du Parti socialiste italien. Et ils sont sur une ligne assez sectaire et assez simplificatrice des analyses. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un texte qui est assez célèbre d'Antonio qui s'appelle « Le peuple des singes », où il dit, voilà, les fascistes, c'est comme la tribu des bandarlogues dans le livre de la jungle. Ils croient qu'ils sont supérieurs à tous les autres peuples de la jungle, ils possèdent toute l'intelligence, toute l'intuition historique, tout l'esprit révolutionnaire, etc. Et donc, ces gens-là, les fascistes, ne sont rien d'autre qu'une force d'appoint au service des forces économiques dominantes, entrepreneurs capitalistes et grands propriétaires fonciers. Il se trouve que ça va être un peu autre chose et qu'il va s'en rendre compte assez rapidement après ce passage qu'il fait à l'internationale communiste en 22-23. Il revient en Italie en 24 comme député. Et là, il y a la première grande crise du fascisme. Donc il voit que le fascisme, crise, il tue Matteotti, comme vous savez, Giacomo Matteotti. Et qu'il y a une vraie crise du fascisme. Et à un moment donné, il se demande si beaucoup des gens qui sont avec eux, les antifascistes, pensent que c'en est fini de cette expérience-là, qu'on va revenir bien naturellement aux gouvernements libéraux d'avant, Joly, il va revenir et tout va aller bien. Et en fait, non, parce que le fascisme, c'est pas seulement cette force d'appoint, c'est aussi un groupe qui a, et c'est ça qu'il va comprendre, un groupe qui a une capacité d'organisation et de transformation de l'Italie, et qui va se passer à partir du moment où justement le fascisme surmonte la crise Matteotti par ce fameux discours de Mussolini que vous avez peut-être entendu du 3 janvier 1925, qui est si le fascisme a été une association de délinquants, je suis à la tête de cette association de délinquants, etc. Terminé, plus de parti, plus de droit d'expression, il n'y aura plus d'élections. La dernière a été celle de 1924, et la prochaine, ça sera après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, quelque chose qu'il tire de l'expérience et qui est toujours présent, qui a à voir avec ce que nous a dit Marie-Rita sur la spontanéité et sur les subalternes, c'est vraiment sa réflexion sur ce qu'ils ont fait, eux, de l'Ordine Nuovo à Turin. Et pas ce qu'ils ont fait, eux, mais ce qu'ils ont fait avec la classe ouvrière turinoise. Et c'est un texte magnifique, je vous le lis. Négliger, et ce qui est pire, mépriser les mouvements dits spontanés, c'est-à-dire renoncer à leur donner une direction consciente, à les hausser sur un plan supérieur en les insérant dans la politique,
peut avoir souvent des conséquences très sérieuses, très graves. Donc ça veut dire que là, à partir de, en gros, 26, c'est vraiment le moment où il écrit les notes sur le problème méridional. C'est le moment où il y a le deuxième congrès, où il prend la direction du Parti communiste d'Italie contre la direction. Alors, il s'aimait beaucoup, hein, donc c'est vraiment une autre caractéristique spécifique de Gramsci, c'est qu'il ne s'est jamais mis en colère, il n'a jamais voulu tuer Bordig, il l'aimait bien, il allait chez lui, il faisait sauter sa petite fille sur ses genoux, et il lui chantait une chanson, ce qui n'était pas franchement le cas partout. Mais voilà, malgré tout, il pensait que Bordig n'avait pas la bonne ligne politique, donc il prend la direction en 26. Donc ce moment-là est le moment où il pense ça, hein, où il pense qu'il est clair que ça a été notre incapacité à insérer les mouvements spontanés et les subalternes dans la politique qui explique la victoire fasciste. Et ça, c'est vraiment un point ferme, important de sa réflexion sur le fascisme. Alors, je passe les 2 pages, là, parce que sinon, c'est pas la peine. 26, c'est aussi l'année où il est arrêté, en novembre 1928. Et il va être condamné, comme vous le savez, à 20 ans de prison, avec tout le groupe, enfin, en tout cas les 3 principaux dirigeants prennent 20 ans, hein, lui, Terracini, Scocimaro, etc. Et en prison, sur la base de cette première sensibilité d'analyse sur pourquoi nous avons perdu, il va élaborer, et là c'est vraiment une élaboration importante, théorique, il va élaborer l'idée de guerre d'opposition. Alors, oui, il y a l'hégémonie, puis il y a la guerre d'opposition. Parce que l'hégémonie, c'est une guerre. C'est une guerre de siège. Hein, on va y revenir. La traduction politique de guerre d'opposition, c'est lutte pour l'hégémonie. Il va essayer de comprendre comment le fascisme est né, a pris le pouvoir dans le cadre d'une crise de l'hégémonie de l'État libéral italien, crise d'hégémonie, et il va l'interpréter en forgeant un concept qu'il récupère comme ça, qu'il récupère chez un auteur napolitain du XVIIIe siècle. Période de révolution passive. Et le fascisme va être pour lui, en gros, l'élément moteur de la guerre d'opposition dans le cadre de cette révolution passive d'après la Première Guerre mondiale. Hein, le fascisme naît de la crise d'hégémonie qui a suivi la guerre. Et il est une forme de révolution passive. Alors, il faut dire, juste en 2 mots, parce que si je me laisse aller, je vais être trop long, parce que c'est tellement un truc important que... Voilà. Donc, je vais juste vous le dire. Cette élaboration théorique naît en opposition à la ligne de l'internationale communiste de 1928, 6e congrès de l'internationale communiste, la théorie de lutte classe contre classe. On y va les mecs, c'est bon, ce coup-ci c'est terminé pour eux, à l'attaque, et attention, on ne va pas aller avec les socialistes qui sont, comme nous savons tous, des fascistes, social-fascisme. C'est en opposition à cette ligne-là que Gramsci va démarrer, développer toute cette réflexion sur guerre d'opposition et lutte pour l'hégémonie. Voilà. Juste, il va avoir des problèmes avec ses camarades de prison qui, eux, viennent d'arriver en prison parce qu'ils envoyaient les mecs organiser le parti, et ils restaient 6 semaines et ils se faisaient arrêter. Donc ils se retrouvent au pénitencier, ils se retrouvent avec des gens comme ça, et il leur dit non, mais tout va bien, les amis, etc. La ligne du parti est formidable. D'ailleurs, le mot d'ordre qu'il faut qu'on défende, c'est lutter pour une constituante républicaine. Voilà ce qu'il dit. C'est exactement le contraire. Exactement le contraire de la ligne de l'internationale. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'alliance des antifascistes et faire le travail politique. Parce qu'attention, c'est pas... Ouais, on va aux élections. On fait le travail politique qui amène à une constituante républicaine. Voilà, pour vous dire ça. Alors,
je reviens à l'idée de... Ah, je tape dans le truc et ça fait boum, boum, boum dans le truc, ça va être monstrueux. Excusez-moi. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'était que l'exercice normal de l'hégémonie avant la guerre, la première, hein. Avant la guerre. C'est dans le cadre du régime parlementaire, elle était caractérisée par cette combinaison de la force et du consenso. Consenso, consentement, mais aussi, quand on peut, consensus. Hein, c'est-à-dire, c'est un travail permanent d'aller-retour. C'est vraiment pas un truc où on dit aux gens mettez un bulletin, quoi. C'est vraiment un travail politique permanent. Voilà. Donc, caractérisé par une combinaison de la force et du consenso, consensus, consentement, qui s'équilibre sans que la force l'emporte trop sur le consenso. Voilà. Dans l'après-guerre, hein, l'appareil hégémonique s'est fissuré et l'exercice de l'hégémonie est devenu toujours plus difficile. Et donc, là, il y a un texte que je pense, même si vous ne connaissez pas beaucoup de textes de Gramsci, celui-là, vous le connaissez, hein, c'est ce texte où il y a le vieux mort et le nouveau ne peut pas naître, etc. Et notez bien, la classe dominante a perdu le consenso, elle n'est plus dirigeante, mais uniquement dominante, détentrice de la pure force coercitive. Cela signifie justement que les grandes masses se sont détachées des idéologies traditionnelles, ne croient plus à ce à quoi elles croyaient avant. La crise consiste justement dans le fait que le vieux meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Il utilise l'expression « dans cet interrègne hein, se vérifient les phénomènes pathologiques, morbides, les plus variés ». L'allusion au fascisme ne peut pas être plus claire. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a la crise de l'hégémonie, que c'est toi qui vas gagner. Ça peut être les autres. Ça peut être la terrible réaction, etc. Ça peut être ça. Alors, cette crise-là, donc, c'est ce qu'il a appelé, hein, en termes théoriques, crise d'hégémonie de la classe dirigeante. Et une des raisons pour lesquelles elle advient, c'est après une guerre, soit parce que, etc. Voilà. Hein, la crise d'hégémonie ou crise de l'État dans son ensemble. Donc, la guerre de 14-18 a représenté une fracture historique. Elle a mis en évidence le fait qu'une nouvelle force sociale s'est constituée, qu'elle a un poids qu'on ne peut pas négliger, etc. Donc, les actions des paysans, les actions des... J'y arriverai pas, mais je vais essayer quand même. Tu me couperas. Hein. Donc, pour reconstituer une hégémonie des classes dirigeantes, le fascisme lève le doigt et dit « nous sommes capables de reconstituer cette hégémonie hein. ». Et pour faire ça, le fascisme ne pourra pas se contenter du pur usage de la force. Il devra tenir compte de l'existence et des aspirations de cette nouvelle force qu'il lui faudra essayer d'intégrer. Vous vous souvenez du mot « incorporer » là, dans les textes de cette époque-là, il écrit « pour cela, il va incorporer les masses dans l'activité étatique, dans le fonctionnement même de l'État ». Et c'est ça la révolution passive. C'est en ça que donc c'est une des formes un des points forts de son analyse du fascisme. Je laisse de côté un autre aspect qui vaudrait la peine d'être développé, ça sera pour une autre fois, quand il y aura une autre séance. C'est sur l'idée de césarisme et politique totalitaire, mais voilà, comme il me reste 5 minutes, je vais passer à la fin. Et donc, révolution passive. Révolution passive, c'est donc l'idée que, eh bien, voilà, il fait une réflexion à partir d'un texte d'un grand philosophe très connu à l'époque, un peu moins maintenant, qui s'appelle Benedetto Croce, qui est une histoire de l'Europe. Il réfléchit à ça et il dit, voilà comment il faudrait qu'on pense la question, parce que précisément, il y a la question du conflit. Et que ce que mettait de côté Benedetto Croce, c'était la question de la guerre et du conflit. Et il ne parlait que de la partie, voilà, révolution passive. Et voilà comment il fait un parallèle entre l'Europe de 1789 à 1870 et ce qu'on a connu après la guerre. Je vous lis
Je vous lis ça, après j'en ai une autre et après j'arrête. En Europe, de 1789 à 1870, on a eu une guerre de mouvement dans la Révolution française. On regarde, à l'attaque. Et puis une longue guerre de position de 1815 à 1870. À l'époque actuelle, on a eu la guerre de mouvement de mars 1917 à mars 1921, et s'est ensuivi une guerre de position dont le représentant, non seulement pratique pour l'Italie, mais idéologique pour l'Europe, est le fascisme. Le représentant de la guerre de position, c'est le fascisme. Et vous voyez bien, mars 17, bon, tout le monde comprend, mars 21, c'est la nouvelle politique économique. Hein, le moment. Qui est là, qui est son rapport à Lénine, c'est celui-là. C'est ce Lénine-là qu'il a en tête, qui reprend, etc. Alors, voilà. Durant la période de révolution passive et d'opposition qui va suivre, qui a suivi la guerre, le fascisme a joué un rôle déterminant. Il est à la pointe de la guerre d'opposition que le capitalisme mène en Europe contre l'URSS et les aspirations des masses populaires dans une situation mondiale marquée par l'hégémonie du capitalisme états-unien. Et là, il faudrait reprendre toutes les choses sur américanisme et fordisme qu'il a analysé, etc. Alors, dernière remarque, et c'est ma conclusion, sur ce lien, remarque qui montre bien que tout ça est à prendre en bloc. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre un des bouts, dire hégémonie, consensus, machin. Il faut prendre en bloc. Et c'est la question de la guerre de position politique, c'est le concept d'autonomie. Et donc, c'est une note. Je vous laisse de côté par comme ça, il n'y a pas besoin de faire de la polémique inutile. Le fait, il dit, mais pareil, il adore Trotsky, mais il dit Trotsky, c'est le théoricien politique de l'attaque frontale dans une période où elle ne peut qu'être cause de défaite. Voilà. Bon. Il n'y a pas de. Vous savez qu'il a écrit une lettre au comité central du PC de l'URSS pour dire écoutez, vous avez raison, toi, Boukharine, toi, Staline, vous avez raison, mais voilà, Zinoviev, Kamenev, Trotsky, c'est nos maîtres. Vous n'allez pas essayer de ne pas stravincere, vaincre en trop, quoi. C'est ça qu'il leur dit. J'aime autant vous dire qu'il a toujours été bien vu après. Ils ont tout fait pour le faire sortir de prison. La preuve, il est mort. Bon. Donc voilà. Et donc voilà, ça, la guerre de position, c'est là-dedans qu'on est. La guerre de position, c'est quelque chose qui demande d'énormes sacrifices à des masses innombrables de populations, etc. C'est pourquoi une concentration inouïe de l'hégémonie est nécessaire. Et donc, et il parle du fascisme, et donc une forme de gouvernement plus interventionniste qui prenne plus ouvertement l'offensive contre les opposants et organise en permanence l'impossibilité d'une désagrégation interne, contrôle en tout genre, politique, administratif, etc. Voilà. Et je passe à la phrase finale qui nous donne aussi une leçon sur le lien entre optimisme et pessimisme, plutôt. N'oubliez jamais l'optimisme. En politique, attention, il est en prison. Il n'y a plus personne dans le Parti communiste d'Italie. Ceux qui arrivent, ils restent 6 semaines, ils vont au cabane aussi, etc. Voilà, c'est ça la situation. En politique, le siège est réciproque, en dépit de toutes les apparences. Et le seul fait que le dominant doit faire étalage de toutes ses ressources montre à quel point il prend en considération son adversaire. Voilà. Au moment où donc la situation des forces antifascistes paraît désespérée, l'optimisme de la volonté est toujours présent et ce n'est pas un des petits héritages que nous laisse Antonio Gramsci. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre les questions juste pour dire avant que les deux autres textes, en plus de ceux de Gramsci auxquels Jean-Claude a fait référence, en fait existent dans une version française, mais qui n'est plus disponible depuis longtemps. À la fois les leçons de Togliatti sur le fascisme
ont été intégralement traduites et publiées en tant que numéro spécial de la revue Recherche internationale, qui faisait partie de la constellation de revues liées au PCF. Mais c'est un numéro qui n'est plus disponible depuis très longtemps. Il est paru dans les années 60. Et le livre de Task est également hors commerce. Non, on le trouve. On le trouve. Gallimard, ouais. On trouve le livre de Task. Il a été réédité. Ouais. D'accord, il a été réédité. Bon, donc s'il y a des éditeurs ou des gens qui connaissent, ce serait une très bonne idée de republier le texte de Toliat, et qui est une référence importante, ainsi d'ailleurs que la collection d'essais sur Gramsci de Toliat et que les éditions sociales avaient fait paraître dans les années 70, où il y a des textes extrêmement importants, même si bien sûr ils sont discutables quant aux conclusions stratégiques et politiques que Toliat a pu en tirer. Voilà, donc je vais prendre les questions avec un souci de parité que je vous indique d'emblée, aussi pour encourager des volontés de prise de parole. Est-ce qu'on peut utiliser la subalternité pour analyser les liens qu'il y a, par exemple, entre le genre, la race, la classe, ou les LGBT-phobies, ou le validisme, et si oui, comment ? Gramsci, de sa prison, a-t-il été au courant des expériences de Front populaire, tant en France qu'en Espagne, et sait-on ce qu'il en a pensé ? Parce que si on part du principe que la mondialisation intègre les bourgeoisies, comment est-ce qu'on peut analyser les différents, les concurrences qu'il peut y avoir entre les impérialismes, et du coup aussi, est-ce qu'il y a une délimitation géographique à cette intégration ? Parce que moi je pense notamment, en ce moment, l'OTAN et la Russie, c'est pas le grand amour. Voilà. Oui, c'est une question pour la première intervenante à propos de cette opposition entre les subalternes ou les groupes subalternes et la subalternité ou les subalternes au singulier. En fait, je ne vois pas trop à qui tu fais référence en fait, au niveau vraiment des études, parce qu'il me semble que dès les années 60, en fait, avec les cultural studies, et en fait, c'est ça que tu pointais, en fait, je pense, il y a quand même une utilisation au pluriel. Et en fait, la question en fait, de la conscience des subalternités ou de pour soi, disons, de la subalternité, il est vraiment posé aussi au centre des textes, y compris en fait dans la question de l'identité. Et je fais référence à un texte de Stuart Hall qui s'appelle « Qui a besoin de l'identité ?» Et il me semble que c'est pas du tout opposé en fait à ce que tu dis en termes de stratégie ou de politique. C'est peut-être Spivak que tu avais plus en tête, plutôt que Stuart Hall. Je crois que Spivak a très malheureusement, à mon avis, recouvert un peu Stuart Hall. Laurent. Non, c'est juste une toute petite question presque terminologique à propos des néo-gramsciens en matière de relations internationales. Qu'est-ce qu'ils doivent à Gramsci ? Bien. Alors, je vous laisse la parole pour ce premier tour, puis on reviendra à la charge. Donc, on refait le même... Oui, alors merci beaucoup pour les deux questions. Alors effectivement, c'est tout l'intérêt de cette catégorie, de cette notion de subalternité, de pouvoir exprimer des états de domination liés aussi au genre et à la race, et ce qui est fait massivement depuis les années 80. Donc c'est vraiment en s'appuyant sur, en particulier, le cahier 25, cette idée d'être aux marges de l'histoire, d'avoir une histoire qui a été mise aux marges, qui a été mise en ombre, où, et cela s'applique très bien surtout aux populations racisées, avec l'idée, la critique que Gramsci fait du folklore. Donc l'idée qu'on a essayé de raconter cette histoire, mais toujours soit en faisant quelque chose de, il dit, curieux, donc comme si on était un peu des touristes, soit de manière un peu plus tranchée, quelque chose de pathologique. Donc il y a vraiment l'idée, au contraire, de se réapproprier différemment de cette histoire. Alors merci beaucoup pour la question. Effectivement, c'était un peu la partie que j'avais coupée, et j'avais beaucoup à l'esprit Spivak, pas pour une passion particulière, mais parce que, quelque part, elle est devenue hégémonique. Et j'avais marqué dans ce texte, donc, les subalternes, peut-elle parler, il y a 2 occurrences seulement de Gramsci. Et il y en a une, la deuxième est vraiment presque inventée, mais même la première, il l'évoque pour donner la définition du subalterne. Donc, c'est vraiment ce qui m'intéressait. Et il dit...
c'est lui ou celle qui renvoie, je suis en train de la citer, à une exclusion radicale de la sphère de la représentation. Et après tout ce texte, qui a vraiment est devenu une référence très importante, est construit comme une critique, d'ailleurs intéressante, mais pas gramscienne, de, à l'occurrence, Foucault et Deleuze, donc de ces intellectuels qui ont réfuté toute métaphysique de la représentation, qui se sont vendus un peu comme un espace vide, blanc, d'où faire parler le subalterne, la subalterne, bon, c'est la traduction, subalterne qui au contraire ne peut pas parler. Et tout le jeu qu'elle articule dans cet article tourne autour de la double acception de représentation, donc la représentation en termes métaphysiques ou politiques. Et c'est là qu'on voit le discours se replier sur lui-même et s'éloigner du premier volet politique de Gramsci. D'ailleurs, c'est une critique aussi intéressante de Foucault et Deleuze, mais voilà, on est vraiment dans une absolutisation du cahier 25 qui n'a plus beaucoup à faire avec la question de la de l'unification. Donc effectivement, c'était Spivak que j'avais à l'esprit. Bon. Du coup, la première question, donc, c'était s'il y a une intégration des économies, donc je répète ta question, comment analyser la guerre aujourd'hui? C'est un peu ça. Et je pense qu'il y a un peu deux tendances qui sont contradictoires. Donc d'un côté, il y a une intégration donc, des économies, mais qui n'est pas du tout homogène. Donc c'est un peu ce que j'essaie de montrer. Au contraire, elle est très inégale. Donc ça fait que des régions sont beaucoup plus intégrées que d'autres. Et donc, si on peut prendre l'exemple de l'Union européenne ou de l'espace européen et des États-Unis, donc l'espace transatlantique qui est très intégré, mais justement qui n'intègre pas d'autres espaces, comme du coup ce que tu as mentionné, donc la Russie. Et c'est de là, c'est une des raisons pour laquelle la guerre persiste. Et c'est l'exemple de l'intervention de la Russie contre l'Ukraine aujourd'hui. C'est que l'Union européenne fait un accord de libre-échange avec l'Ukraine donc en 2014. Et ce qui n'intègre pas la Russie, donc pour dire que l'espace n'est pas intégré à l'échelle mondiale, mais qu'en fait c'est juste certains espaces qui ont droit à s'intégrer tout en excluant d'autres espaces, et du coup la Russie, elle intervient en retour, pour le dire très rapidement, contre l'Ukraine. Donc la guerre, elle naît de l'intégration inégale en fait. Exactement. Donc c'est un espace qui est très régionalisé en réalité. C'est pas du tout. Les capitalistes ne gagnent pas à égalité. En fait, il n'y a pas d'intégration homogène. Même dans les multinationales, etc., il n'y a jamais d'accumulation à égalité entre les capitalistes, ou en tout cas c'est extrêmement rare. Enfin, c'est le cas donc de certaines multinationales, mais qui sont extrêmement rares. Et effectivement, sur la question des néogramsciens, c'est vraiment la question qu'on peut se poser, parce que après j'ai peut-être fait une interprétation un peu grossière, en tout cas un peu réductrice, mais c'est aussi comme ça que moi je l'ai lu, c'est-à-dire effectivement on peut se demander qu'est-ce que les néogramsciens gardent de Gramsci? C'est un peu le concept d'hégémonie, mais en fait dans le concept d'hégémonie, c'est la question du consentement qui l'emporte un peu par rapport à la force, même si en fait le consentement il est toujours lié à la force, mais étant donné que ces auteurs aussi analysent l'heure de la mondialisation, l'âge de la mondialisation, et que les économies sont de plus en plus intégrées, ils disent que finalement la question de la force elle recule par rapport à la question du consentement ou de l'hégémonie. Mais bon, c'est aussi des auteurs qui ont écrit beaucoup dans les années 2000, donc avant la guerre en Irak, et surtout donc à l'heure de la mondialisation heureuse, dans les années 90. Les néogramsciens naissent en relations internationales dans les années 70, pendant la crise du Fordisme, et ensuite ils prennent de l'hégémonie. Ils prennent de l'assurance, en tout cas dans le champ des relations internationales, à partir surtout de la chute du mur, à l'heure justement où tout le monde dit c'est la fin de la guerre, etc. Bon, après il y a la Yougoslavie, mais voilà. Et donc je pense qu'aujourd'hui ils auraient peut-être une lecture différente des choses. Voilà. Tu réponds peut-être? Tu penses avoir... Tu as répondu aussi à la question? Non, mais... Non, juste une bricole sur Spivak et tout ça, et compagnie Abel. Dans les subalternes, avant Spivak, et quand même,
qui fait naître les Subaltern Studies en Inde, les communistes indiens. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire Goua et les autres. Je veux dire, après, ils arrivent, les petits jeunes, c'est très bien. On a le droit d'arriver, être les petits jeunes, et savoir que les subalternes ne parlent pas. Mais enfin, les subalternes n'arrêtent pas de parler. Simplement, il faut les écouter. C'est ça la question. Donc, c'est pas les subalternes ne peuvent pas parler, ils parlent. Ils n'arrêtent pas de parler. C'est bien ce qu'il dit. Il dit, voilà, il y a des traces. Il faut qu'on les cherche, ces traces d'initiatives autonomes des subalternes. Il faut qu'on les cherche. Ça devrait être la chose la plus magnifique pour, qui dit, lo storico integrale. Hein, voilà, la personne qui prend en bloc la question des superstructures et des infrastructures. Voilà. Donc, voilà. Moi, quand j'aime les subalternes, enfin les gens des subalternes studies que j'aime bien, c'est ceux qui essaient de comprendre ce qui s'était passé avec la révolte des naxalistes, etc. C'est ça la question. Dire après, Deleuze, c'est bon, quoi. Bon. Non, mais voilà. Alors, sur la question que tu m'as posée, alors il écrit plus à ce moment-là. Il écrit plus puisqu'il meurt en 37 et il arrête d'écrire. Mi-35, il n'est plus en état d'écrire, mais il est en état de discuter avec des gens, etc. Et il ressort son idée quand il voit ce qui se passe, de la même façon que si Togliatti a écrit juste avant le congrès, où c'est limitrophe, la ligne des fronts populaires, etc., s'il peut écrire ça, c'est qu'il sent que là, c'est en train de changer. Hein. C'est pour ça qu'il écrit le cours sur les adversaires, parce qu'il sait, bon, il ne le fait pas sortir, hein. Il sortira après, quand on récupérera les archives de l'école Lénine. Mais enfin, bon. Et lui, il sort à un de ses confidents, qui est aussi un mec extrêmement important, c'est le spécialiste mondial de Ricardo, qui est un communiste italien comme les autres. Il s'appelle Piero Sraffa, hein, qui a écrit des textes d'économie importants. Et qui a fait l'édition des œuvres complètes de Ricardo. Et lui, il était chargé de faire passer ça aux camarades du parti en exil. Et donc on apprend, mais c'est vraiment, il va mourir. C'est pratiquement 2-3 jours avant qu'il meure. Et donc c'est Montagnana qui écrit à Togliatti. J'ai vu Piero Sraffa, et il m'a dit que notre ami, Antonio, lui avait reparlé de sa vieille idée de constituante républicaine, et il a dit, pour l'Italie, les fronts populaires, c'est l'Assemblée constituante républicaine. Oui, merci beaucoup. D'autres questions, hein, on a le temps pour un second tour de questions. Dans les années 70, il y avait eu des bouquins sur Gramsci de Hugues Portelli, sur Gramsci et la question religieuse, et Gramsci et le bloc historique. Alors, Hugues Portelli est devenu ensuite un homme politique très à droite, hein, sénateur LR. Et c'est pour savoir ce que valaient ces ouvrages. Je ne pense pas qu'il compte les rééditer. Je crois qu'il était au CRS à l'époque. Voilà, donc sur ces deux livres, est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Est-ce qu'ils méritent d'être lus ou pas? Je peux répondre sur Portelli, parce qu'il était dans mon jury de thèse, justement. Et donc j'avais bien exploré la question avant, hein, parce que quand mon directeur de thèse, Georges Labica, me l'a proposé, il avait déjà viré à droite. Hein. Mais donc j'ai lu très attentivement son petit livre sur Gramsci et le bloc historique, et un ou deux articles qu'il avait fait paraître dans la revue Dialectique, qui est une revue qui a pas mal, en fait, qui a joué un rôle dans les années 70 dans la réception de Gramsci en France. C'est un bon livre, hein, c'est un petit livre, en fait, sur le bloc historique, dans lequel il resitue assez bien les choses, à savoir que le bloc historique n'est pas du tout ce qu'un certain nombre de gens pensent, c'est-à-dire le bloc hégémonique, mais un mode d'unité entre l'infrastructure et la superstructure, qui en réalité remet
en cause cette dichotomie classique de la topique selon laquelle il y a un déterminisme simple entre l'infrastructure socio-économique pour aller vite et la superstructure politique et idéologique, et que Gramsci est quelqu'un qui essaie de penser l'unité des deux et à la limite l'unité sous le régime de leur transformation. Hein. Donc j'ai pensé que c'était un livre assez utile. Quant à la trajectoire de Portelli, tu as raison de dire que il n'était pas le seul, hein, mais parmi les courants politiques en France qui ont été le plus influencés par Gramsci, dans les années 70, on peut en citer deux, en fait. Hein. C'est une frange minoritaire à l'intérieur du Parti communiste français, qui était lorgné en fait du côté de l'Italie, hein, et du PC italien. Alors ça existait déjà dans les années 60 à l'intérieur de l'Union des étudiants communistes. C'est ressorti dans les années 70. Quelqu'un comme Jacques Texier, par exemple, qui est parmi les premiers à avoir publié un ouvrage sur Gramsci dans la collection des auteurs chez Séguer, c'était assez représentatif de ça. Il a été rejoint par une frange, disons, d'intellectuels du Parti communiste qui était entre Althusser et Gramsci. Hein. Christine Bussy-Glucksmann, justement, qui a écrit un livre de référence, ça serait une bonne idée de le rééditer. Gramsci et l'État serait représentatif de ça, ainsi que la revue Dialectique à laquelle j'ai fait référence, qui était une revue éditée par une revue indépendante, mais qui était éditée par des intellectuels membres du Parti communiste, qui étaient influencés à la fois par Althusser et par les débats italiens autour de Gramsci. Et l'autre courant, c'est celui auquel appartenait Portelli à l'époque, c'est-à-dire le CRS de Chevènement. Hein. On a du mal à s'imaginer aujourd'hui que Jean-Pierre Chevènement et quelques autres esprits assez brillants, comme Didier Mottchan par exemple, et Portelli étaient des gens qui avaient lu Gramsci de façon assez approfondie, et donc qui étaient influencés dans leur stratégie par ça, et qui, voilà, dans le contexte de l'union de la gauche de l'époque, qui favorisait, disons, une certaine réappropriation stratégique aussi de Gramsci dans la façon dont la gauche française de l'époque, socialiste et communiste, concevait la question des alliances. Voilà, je m'excuse d'avoir préempté. Je vais te passer la parole, Jean-Claude, oui, juste non, pour savoir s'il y a une question. Oui, Sébastien. Ah bon, d'accord, Non, c'est juste là-dessus. Non, c'est juste là-dessus. Moi, je suis d'accord avec évidemment ce que tu dis. Je veux dire simplement qu'à part Bussy-Glucksmann, qui a écrit son livre sur l'État, au moment... Non, mais Tosel, Tosel, c'est autre chose. Hein. Non, des gens que tu as cités. Mais elle a lu les cahiers dans l'édition des cahiers, c'est-à-dire pas dans l'édition anthologique d'avant. Et les autres, oui, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas accès, parce que ce n'était pas publié encore, à l'édition des cahiers. Voilà, c'est-à-dire que le PC italien a fait très vite, après la guerre, une édition qui fait croire qu'il a écrit 6 livres, qui s'appelle Le matérialisme historique et la philosophie de Benedetto Croce, qui s'appelle Machiavel et les notes sur la politique, qui s'appelle Littérature et vie nationale, etc. Mais en fait, non. C'est-à-dire qu'ils avaient enlevé... C'était pas une question de censure, c'est une question qu'ils pensaient que c'était trop compliqué à donner tel que c'était. Et il a fallu attendre 1975 pour avoir une première édition classique de l'ensemble des cahiers. Et donc ça veut dire que tous les gens qui écrivent avant ce moment-là écrivent à partir de fragments, d'anthologies. C'est mieux que d'écrire sur rien, mais c'est quand même une anthologie. Oui, bien sûr, c'est le cas d'Althusser, notamment, qui était le premier penseur marxiste d'importance à discuter de Gramsci dans un sens, comme vous le savez, sans doute ambivalent. Le marxisme n'est pas un historicisme, était à la fois une discussion sérieuse de Gramsci et une fin de non-recevoir opposée à sa philosophie de la praxis. Mais Althusser, comme les autres, n'avait que cette édition thématique italienne, d'ailleurs, hein, puisqu'en France, il n'y avait qu'une anthologie de textes qui était disponible à l'époque. Bien, Sébastien. Ouais, donc c'est surtout une invitation pour que tu développes un peu la partie que tu as coupée sur le césarisme chez Gramsci, peut-être en comparaison avec comment Thalheimer et Trotsky ont utilisé le concept de bonapartisme pour analyser le fascisme. Mais surtout, je voulais te demander quelle est l'actualité de l'analyse de Gramsci sur le fascisme aujourd'hui. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas grand-chose, en fait,
enfin, moi, je ne vois pas beaucoup de travaux qui essayent vraiment d'utiliser la conception de gramscienne du fascisme pour analyser le fascisme de nos jours. Je pense que le seul auquel je peux penser, c'est Aijaz Ahmad, qui a écrit un livre, Lineages of the Present, qui essaye d'analyser le régime maudit et le Hindutva en Inde. Mais en dehors de ça, je ne vois pas grand-chose. Donc, est-ce que c'est juste une coïncidence et il n'y a pas assez de gens qui travaillent ce thème, ou est-ce qu'il y a un problème dans l'analyse de Gramsci pour comprendre le fascisme du XXIe siècle? Moi, j'ai une question un peu large, peut-être à vous trois, lecteurs de Gramsci, mais plus spécifiquement à Marlène. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de Gramsci pour penser l'État racial intégral, ou plus généralement pour penser la race? Et disons, qu'est-ce que ça pose comme question, enfin, si ça en pose, pour la lecture de Gramsci, et sinon, qu'est-ce que pourrait être les manques ou au contraire les perspectives ou prolongements depuis ce prisme gramscien? Merci beaucoup, merci à vous pour cette discussion qui est vraiment passionnante. J'ai été très éloignée de Gramsci pendant tout mon parcours de communiste, et du coup c'est vraiment très intéressant à écouter. J'ai une question. Est-ce que Gramsci a écrit sur les bases matérielles de l'hégémonie bourgeoise, notamment parce que cette hégémonie, elle ne s'appuie pas juste sur rien, comme on le sait tous, notamment en mettant les femmes au foyer et en exploitant et en pillant les colonies. Il y a pu avoir un changement comment dire, on a pu augmenter le niveau de vie, disons, des classes populaires des pays occidentaux. Et du coup, aussi, cette crise hégémonique, est-ce qu'il en a parlé? Est-ce qu'il a écrit sur ses fondements matériels, notamment sur les crises de l'impérialisme et du patriarcat en Europe occidentale? Pour préciser la question de Sébastien, c'est presque embarrassant parce qu'il est présent dans la salle et qu'il a même été le premier à prendre le micro, mais je tiens à signaler qu'il y a quand même une analyse de la montée actuelle du fascisme qui s'inspire aussi, pas seulement, de Gramsci, et en particulier du concept de crise hégémonique, c'est celle d'Hugo Payetta, dans son livre qui s'appelle « La possibilité du fascisme ». Bon, tu pourras intervenir si tu en as envie. Mais c'était aussi en fait pour demander à Jean-Claude s'il peut, il y a plusieurs demandes qui vont dans ce sens, préciser un peu le concept de crise hégémonique, à la fois historiquement, pour montrer comment, selon Gramsci, la bourgeoisie italienne avait une forme particulière de faiblesse hégémonique, comment elle n'a jamais cherché, voulu intégrer les classes subalternes justement dans le projet d'un État national italien, et quel rôle ça a pu jouer pour le fascisme. Mais aussi, bien sûr, pour te demander, est-ce que, selon toi, nous vivons depuis un certain temps un moment de crise hégémonique? Est-ce que le néolibéralisme peut être lu de cette façon, etc. Bien, on va prendre peut-être dans le sens inverse cette fois, d'accord, Jean-Claude? Non, alors, moi je pense que faire la théorie du fascisme, c'est faire l'histoire du fascisme. C'est-à-dire qu'en gros, comment ils arrivent. Parce que je n'ai pas encore lu ton livre, je sais qu'il existe, mais je le lirai, mais il me semble que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est-à-dire, on ne veut pas simplement avoir les idées théoriques dessus. C'est-à-dire, comment ça se passe? On voit bien. Voilà, la phrase n'est pas de Gramsci, elle est d'Angelo Tasca, mais comprendre le fascisme, c'est faire l'histoire du fascisme. Voilà, donc comment ça se passe, etc. Comment ça se passe au moment de la crise hégémonique d'après la guerre? C'est assez simple, en fait. C'est-à-dire qu'il se passe que... Voilà, ils ont envoyé les gens au casse-pipe, comme partout, etc. Les gens attendaient quelque chose de ça. Les paysans attendaient des terres. Les ouvriers attendaient... Alors, ils ont moins fait la guerre que les paysans. Ils faisaient la production. Mais ils attendaient des avantages... Voilà. Rien. Alors, vous nous avez fait faire ça pour rien.
On ne croit plus dans ce que vous nous dites. On ne croit plus rien. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste la force coercitive, la pure force coercitive, les guardie regge et les carabinieri. Alors, et si ça ne suffit pas, eh ben, on fait une milice payée par les propriétaires terriens, et la milice va attaquer toutes les coopératives de la plaine du Pô, une par une. Ils n'attaquent pas les villes avant d'avoir le pouvoir. Ils font une ou deux incursions. Ils font une incursion à Turin, une nuit, ils essayent de brûler la Bourse du Travail. Ils font une incursion à Milan, ils brûlent l'Avanti. Et ils n'attaquent pas les usines. Ils vont le faire après. À Turin, ils vont aller en décembre 22. Ils ont pris le pouvoir en octobre 22. Ils font un massacre. Ils prennent le secrétaire du syndicat, ils l'attachent à un camion, ils traversent la ville avec. C'est ça qu'ils font. Mais ils l'ont fait quand ils savaient qu'en face, voilà, on allait non seulement les laisser faire, mais les aider s'il fallait. Voilà. Alors là, malgré tout, dans cette crise-là, le fascisme, et c'est ça qui n'était pas prévu au départ, y compris par Gramsci, a été capable, après ce moment-là, après la crise de l'assassinat de Matteotti, de construire un nouveau consensus pour l'Italie, de construire une nouvelle hégémonie. Voilà. Et là, il a fallu une guerre, la Deuxième Guerre mondiale et la résistance pour qu'il y ait autre chose. Voilà. Je n'ai pas répondu sur césarisme, parce que c'est un peu long et un peu technique, donc on fera un off si tu veux. Juste pour mentionner aussi, mais ça tu sais Sébastien, le livre de Dylan Riley en fait. Je ne sais pas si tu l'as lu, Les fondations civiques du fascisme, qui a été publié, qui est une interprétation justement gramscienne du fascisme, qui part de l'idée que contrairement à ce que les théoriciens du totalitarisme type Hannah Arendt ont dit, le fascisme ne l'a pas emporté et n'a pas émergé en tant que véritable mouvement de masse dans des pays attardés politiquement et ou dans un contexte où les masses étaient atomisées, mais au contraire dans un contexte historique et dans des pays où la société civile était puissante, articulée et où les masses étaient justement politiquement actives et intégrées dans tout un réseau d'organisation de la société civique. Donc c'est une étude comparative entre l'Italie, l'Espagne et la Hongrie qui vise à montrer à damer le pion en quelque sorte aux interprétations libérales / totalitaires ou antitotalitaires du fascisme en inversant cette idée reçue selon laquelle le fascisme s'érige sur fond d'atomisation des masses et montrer qu'au contraire le fascisme historique, bien sûr, le fascisme des années 20 et 30 a émergé dans des sociétés avancées, développées, dans les régions développées et industrialisées de ces sociétés et dans des contextes où la société civile était puissante et articulée et non pas dans des contextes archaïques où la société civile était faible. Le fascisme est non seulement un phénomène du capitalisme avancé, mais du capitalisme avancé occidental, en termes d'Est-Ouest dans la division gramscienne. Donc ce livre n'est pas traduit en français, ça s'appelle The Civic Foundations of Fascism, et il a été édité par les éditions Verso et réédité récemment par l'historien états-unien, qui est membre aussi du comité de rédaction de la New Left Review, Dylan, comme Bob Dylan, Riley, R-I-L-E-Y. Voilà. Marlène, à toi. Du coup, pour répondre à ta question, Sophia, moi je pense que, j'ai l'impression que l'utilisation de Gramsci dans l'idée d'État racial intégral, ça marche plutôt bien. On est dans un contexte de crise hégémonique, de la bourgeoisie, ou en tout cas crise hégémonique du projet néolibéral. Un projet qui consiste essentiellement à redistribuer, à prendre aux pauvres pour redonner aux riches. Donc forcément, il y a un problème de légitimité qui se pose très très fort. Et dans ce contexte, il faut un ennemi intérieur et aussi un ennemi extérieur. Et d'où on peut aussi lire ça, on peut aussi lire le comportement de Macron, très va-t-en-guerre, etc., notamment vis-à-vis de l'Ukraine, dans cette espèce de contexte de crise hégémonique. Voilà.
Merci. Je vais répondre à la dernière question. Alors, ça me semble, c'est déjà l'intérêt du livre qui est paru cette année de Johan Doué, de montrer justement que l'interprétation de Gramsci comme cette espèce de marxiste sans économie est une mauvaise interprétation. Donc, il répète bien les choses et j'y renvoie à lui. Et sur la dernière partie de ta question, il est intéressant d'aller voir, et après on pourra en parler si tu veux, ce qu'écrivait Gramsci en opposition à la Briola, qui est un peu le premier grand marxiste italien qui était favorable à la colonisation. Donc d'aller voir cet écart-là, alors il y a une confrontation directe, et c'est quelqu'un qui l'a déjà fait, qui est Huria Bentami, qui a écrit un article où il cite ces passages qui est paru dans Actuel Marx sur Fanon et Gramsci. Et elle se penche sur ces questions. Voilà. Merci. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, Marie-Rita, dans la première partie de son livre, malheureusement épuisé, de Domenico Losurdo, qui s'appelle Gramsci, du libéralisme au communisme critique, paru aux éditions Sileps. Toute la première partie, Domenico Losurdo fait une analyse très très précise de Gramsci en tant que penseur anticolonialiste, anti-impérialiste, à partir justement de son analyse de la question méridionale, en montrant bien d'ailleurs quelque chose qui a été aussi repéré par d'autres, comment son expérience, lui, en tant que sarde, donc en tant que personne venant du sud, d'une région particulièrement dominée, pauvre, misérable même, d'Italie, ayant migré dans le nord, dans la partie la plus développée, industrialisée, Turin, centre du capitalisme industriel italien, a fait lui-même cette expérience du choc, de la non-contemporanéité, qui l'a rendu particulièrement sensible au phénomène de la subalternité sous cet angle-là. Et on peut dire, je crois, qu'il y a son analyse de la dimension raciale de la domination du sud italien et de la racialisation est tout à fait forte. Et c'est une variable qui est toujours prise en compte de façon extrêmement systématique par Gramsci, notamment dans ses textes, et pas seulement. D'une certaine façon, même son texte sur américanisme et fordisme, il y a l'idée qu'il y a une anthropologisation avec des connotations racialisantes de la force de travail dans le capitalisme développé. Donc ce n'est pas un hasard si Gramsci a été à ce point réapproprié par les marxistes et les combattants dans le cadre colonial, post-colonial et de la lutte anti-impérialiste. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Nous reprenons dans une demi-heure, enfin à 17h, avec la deuxième table ronde qui sera « Penser nos luttes à partir de Gramsci » avec Johan Doué, Jean Quétier et Stefano Palombarini. Donc une demi-heure de coupure. Vous trouverez des livres ici et on se retrouve pour la deuxième table ronde dans une demi-heure. Merci beaucoup à vous tous et aux intervenants, intervenantes. Merci.